Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. On va vous présenter avec Claude Mianon l'opération collective que l'on a montée avec nos deux organismes, hein, donc FCBA et CARSAT Auvergne. Cette opération collective qui consiste à vous proposer la réalisation d'un diagnostic poussière de bois, faire un état de la situation d'exposition aux poussières de bois dans votre atelier. Donc, ce qu'on vous propose au programme, bien sûr, on va se présenter un petit peu, hein, à la fois notre institut FCBA et puis la CARSAT Auvergne. On va vous indiquer ensuite en quoi consiste ce diagnostic poussière de bois et les bénéfices que vous pourriez en tirer pour votre entreprise. On va parler un petit peu de cette opération de partenariat, hein, entre le FCBA et la CARSAT Auvergne. Et puis, on va rentrer un peu plus sur un aspect opérationnel avec le phasage de l'opération, comment ça va s'articuler, on a plusieurs rendez-vous. Le coût, bien sûr, du diagnostic, combien ce diagnostic revient et selon quelles conditions. Et puis un espace, comme l'a indiqué Catherine, un espace d'échange en fin de présentation pour vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Alors, avant de commencer peut-être cette présentation d'FCBA, je me présente quand même, hein, Vincent Quin, bien sûr. Je travaille, moi, au pôle environnement santé d'FCBA sur des thématiques environnementales et sanitaires, et en particulier donc sur ces aspects poussière de bois. On travaille pour le compte de nos professionnels sur ce thème depuis maintenant plusieurs années. FCBA, vous nous connaissez peut-être ou sûrement, 280 personnes. Nous sommes un centre technique industriel, ce qui signifie mis en place par le ministère de l'Industrie, hein, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Centre technique industriel, ça signifie être support auprès des entreprises de la filière, des professionnels, sur tous les aspects, on va dire, techniques, économiques, principalement. Notre leitmotiv, vous le voyez ici, hein, promouvoir le progrès technique et l'innovation, contribuer à l'amélioration du fonctionnement des entreprises, à la fois au niveau de la performance et de la qualité des prestations et des produits, et puis mettre nos valeurs au service de nos actions, à la fois par excellence technique et excellence humaine. Alors, en tant que CTI, Centre technique industriel, on n'est pas les seuls, vous le voyez, hein, on a 15 CTI sur le territoire et CPDE qui est une petite déclinaison. Euh, donc plusieurs CTI qui sont, on va dire, réunis en un réseau qui permet euh, voilà, de permettre des échanges et puis des réflexions globales sur l'ensemble du fonctionnement des CTI. On travaille par exemple assez couramment avec certains d'entre eux comme le CTP, Centre technique du papier. On a travaillé avec le CERI par exemple, qui est le Centre technique industriel du béton, pour des aspects déchets par exemple, bois déchets, etc. ITERG aussi, hein, bien sûr, qui est l'Institut, le Centre technique des huiles, des corps gras, par exemple. Nos secteurs d'activité, donc on couvre à la fois la filière bois et la filière ameublement. Concernant la filière bois, cette filière, on la couvre depuis l'amont, vraiment depuis tout l'amont jusqu'à la fabrication. Quand je dis amont, c'est donc la forêt, avec des travaux sur la génétique, sur la recherche de, de variétés, d'essences particulières, hein, à des fins bien données, hein, qui peuvent être industrielles, bien sûr. On va travailler sur la sylviculture, sur la récolte forestière et puis sur l'approvisionnement. On regroupe aussi dans la première transformation d'abord la scierie, l'ensemble des scieries qui vont recevoir les grumes, hein, issues de l'approvisionnement, issues de l'amont. La première transformation, ça comporte aussi l'activité de pâte à papier, la fabrication de panneaux. Donc là, on est sur du bois qui va être plutôt du bois de trituration, mais qui va être directement
être collecté en récolte, qui va être recueilli en récolte forestière pour directement alimenter ces industries. Et puis on travaille également sur tout ce qui est chimie verte, ce qu'on appelle la chimie verte, chimie du végétal, où là on a des équipes qui vont travailler vraiment sur les molécules, hein, sur l'hémicellulose, la lignine. On va décomposer le bois, on va le déstructurer d'un point de vue chimique pour pouvoir faire autre chose avec ce bois, avec ces molécules, essayer de les appliquer dans d'autres domaines, comme l'école par exemple, mais il y en a d'autres. Et puis la première transformation, c'est également l'énergie, hein. On va transformer du bois directement pour avoir un produit calorifique qui peut être soit du bois bûche, soit des granulés par exemple. Enfin, troisième gros volet de la filière bois que l'on couvre également et dans lequel peut-être vous allez plus vous reconnaître, c'est la seconde transformation du bois. Seconde transformation, construction, construction et emballage, hein. Donc, toutes les entreprises qui vont fabriquer de la structure, du revêtement, de l'emballage au sens large, palette, hein, caisse, emballage léger, et puis tout type d'ouvrage, de menuiserie, que ce soit du gros œuvre, que ce soit du parement, etc. Notre deuxième filière, puisqu'on couvre à la fois la filière bois et la filière ameublement, c'est donc la filière ameublement et aménagement, où là, le domaine concerne l'ensemble des mobiliers, qu'ils soient bois ou pas bois, rien à voir, hein, l'ensemble des mobiliers, qu'ils soient domestiques ou professionnels, qu'ils soient unis ou multimatériaux, bois ou pas bois, encore une fois, intérieur ou extérieur, urbain, bref, un éventail complet de cette filière ameublement. Et puis un thème important pour nous qui est l'environnement, qui est vraiment transversal par rapport à ces deux filières et à ces différents items qu'on vient d'évoquer. L'environnement sur lequel on va mettre en avant notamment le bois en tant que matériau biosourcé et ses applications. On va pouvoir travailler sur des, comment dire, sur des argumentaires pour pouvoir démontrer l'intérêt d'utiliser du bois plutôt qu'un autre matériau, par exemple. On a des thèmes comme l'économie circulaire et notamment le, les produits bois en fin de vie, qui sont un sujet important, puisque les produits bois en fin de vie ne sont pas forcément valorisables dans toutes les filières. Voilà, hein. On a des bois qui sont souvent revêtus, traités, etc. Et puis, donc, sur d'autres secteurs comme le bilan carbone, et puis des aspects santé, comme on vient de l'évoquer, celui qui nous réunit aujourd'hui, à la fois au niveau exposition au travail, et puis également en qualité de l'air intérieur. C'est quelque chose qu'on suit également. Alors, nos métiers, nos missions FCBA, c'est d'une part l'information scientifique et technique, donc l'acquérir, avoir de la connaissance, la centraliser, la diffuser. C'est un premier point. On le fait à travers de la recherche et développement, ce sont des actions importantes à FCBA. C'est là notre cœur de métier. On fait de la veille économique, réglementaire et technologique pour alimenter ces études et recherches, et puis pour alimenter également des documentations et des publications. Donc ce savoir-faire et ces connaissances que l'on acquiert, hein, on va le faire en sorte qu'il soit directement opérationnel auprès des entreprises, hein. On parle de transfert technologique, hein. L'idée, c'est vraiment, à partir d'études et recherches, d'en décliner in fine une utilisation directe en entreprise et pas simplement de la recherche fondamentale. On a des actions, bien sûr, de conseil, et c'est encore là l'objet de notre webinaire aujourd'hui, hein, notre action, notre opération aujourd'hui, de l'assistance technique, des essais à la fois dans le domaine de la construction, sur les produits de construction et sur, et sur le et sur l'ameublement, sur les produits d'ameublement, et puis des actions de formation et d'information. Enfin, un troisième volet de nos métiers, c'est d'accompagner les professionnels sur leur marché au travers d'un suivi de la normalisation. On a une équipe spécialisée sur cet aspect-là, qui s'appelle le BNBA, où l'on suit toutes les commissions de normalisation, pas en partenariat, en concertation avec les professionnels, hein, de façon à ce que les normes évoluent, je dirais, dans le bon sens, voilà, en tous les cas, en faveur de la profession.
des aspects qualité, certification, hein, on gère une quarantaine de marques de qualité et de certification à FCBA, qu'elles nous soient propres, comme les marques CTB quelque chose que vous connaissez peut-être, ou les marques NF par exemple. Et puis on travaille bien sûr sur des technologies de pointe et sur tout ce qui a trait à l'innovation. On est implanté principalement sur Paris, Champs-sur-Marne, exactement, Champs-sur-Marne. Je dis principalement parce que c'est notre siège, on est une centaine de personnes hein, sur Champs, et sur Bordeaux. Sur Bordeaux, on est environ 130. Voilà. Et le reste de notre équipe est réparti sur des délégations régionales. Nos laboratoires d'ameublement et d'une façon générale, toute l'équipe ameublement est basée sur Champs et l'équipe concernant euh, le bois construction, on va dire, bois construction est plutôt sur Bordeaux. Une délégation à Limoges, à Nantes, sur Dijon, Nord-Est, et puis Intecfi Brécy à Grenoble qui travaille spécifiquement dans les locaux du CTP, Centre technique du papier, sur ce qu'on appelle donc la chimie verte, hein, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà pour un petit tour d'horizon sur FCBA. Je laisse la parole à Claude Mialon pour présenter un petit peu la CARSAT Auvergne, peut-être. Merci, bonjour à tout le monde. Donc, en gros, on va reprendre un petit, comment dire, un petit résumé sur ce que c'est que la sécurité sociale. Donc, le régime général, il y a différentes branches, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran. Donc, il y a la branche maladie, tout le monde connaît un peu cette branche-là, c'est la CPM qui vient rembourser les frais médicaux en grande partie. Je vais donc passer à la branche vieillesse. Donc là, bah, tout le monde connaît aussi, c'est le côté retraite, en gros. La branche famille, donc là, c'est, on va dire, au niveau régional, c'est la CAF qui va gérer un peu tout ça. Donc, que ce soit des aides financières pour les familles ou aussi pour le fonctionnement de crèches et autres types d'organismes. La branche autonomie, alors là, je ne sais pas si vous connaissez un peu plus ce côté-là, mais entre autres, il y a un service qui permet de, comment dire, d'allouer des fonds, donner une allocation personnalisée à l'autonomie qu'on appelle APA. Entre autres, c'est d'essayer de faire un classement de l'autonomie de la personne qu'on appelle GIR, donc voilà, qui essaie de voir si la personne est totalement autonome ou si elle a besoin d'assistance plus ou moins approfondie. Et il y a aussi dans ce type de branche autonomie des allocations qui sont donc orientées sur les adultes handicapés et puis aussi au niveau des enfants, l'éducation des enfants handicapés. Donc voilà les principales branches. Il y en a une autre aussi qu'on connaît, qui n'est pas indiquée là-dessus, qu'on n'a pas mis, c'est la branche recouvrement, donc qui est gérée, enfin qui est plus orientée, on connaît, c'est l'URSSAF, donc qui vient récupérer les cotisations patronales entre autres. Et puis la branche risque professionnel, donc à laquelle nous on fait partie. Donc il y a quelques chiffres que vous voyez affichés au niveau des personnes ou des entreprises qui dépendent de la branche risque professionnel. Donc, on peut voir qu'il y a un peu plus de 19 millions de salariés qui sont couverts parce que nous sommes en gros assureurs des personnes qui cotisent au régime général, des entreprises qui cotisent au régime général. Donc, ça représente environ 2 millions, un peu plus de 2 millions d'établissements qui cotisent. Et en gros, il y a un budget annuel d'environ 15 milliards d'euros. Donc voilà pour le premier slide. Sur le deuxième, donc on va un peu plus détailler la branche risque professionnel. Donc il y a une côté reconnaissance et indemnisation au niveau des victimes, que ce soit des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Donc ça permet de pouvoir rembourser les soins aux personnes qui ont donc eu un accident du travail ou qui doivent subir des soins par rapport à une maladie professionnelle.
Donc, on va prendre tout ça en charge et ça permet aussi de payer des rentes à une personne qui peut avoir eu un accident du travail ou un capital en cas d'incapacité permanente ou voire un capital décès en cas de décès d'une personne dans l'entreprise, dans le cadre de son travail. Donc là, c'est principalement, on va dire, géré par la CPM et puis DRSM. Donc DRSM, c'est la Direction régionale du service médical. Donc c'est un service qui va, entre autres, vérifier les incapacités des gens qui ont eu un accident du travail et qui va aussi, comment dire, il y a ce qu'on appelle le C2RMP qui va donner un avis sur une personne qui va faire une déclaration de maladie professionnelle. Donc là, si ça ne remplit pas trois critères bien spécifiques, ça passera par le C2RMP qui donnera un avis sur la demande de la personne qu'elle aura faite. Donc après, la CARSAT en tant que telle, elle va avoir deux services. Donc le service tarification, où là, on va prendre en compte les accidents du travail et maladies professionnelles qui pourraient être déclarés par l'entreprise. Donc en fonction de ces déclarations, donc il va y avoir un taux de cotisation qui va être imputé à l'entreprise. Donc, et c'est ce taux de cotisation, entre autres, qu'on appelle cotisation patronale, qui sera versé à l'URSSAF. Et par la suite, l'URSSAF donc, va retransmettre cet argent pour pouvoir indemniser les dépenses qui seront liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Et le côté prévention, donc c'est là où nous travaillons, Nadège et moi, où là, on va essayer d'intervenir auprès des entreprises pour améliorer les conditions de travail, donc pour réduire tout ce qui est accident du travail et maladies professionnelles. Voilà, et on a des actions qui sont diligentées, entre autres, par le national. Donc là, on reprend un petit peu ce que vous voyez à l'écran, ça reprend un petit peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc, on exerce un rôle solidaire, donc tout le monde cotise et après, on reverse en fonction des besoins et du taux de cotisation. Le taux de cotisation, donc lui, il va dépendre de l'activité. Donc, une entreprise qui va travailler dans le BTP aura un taux de cotisation qui sera qui sera plus élevé qu'une entreprise qui fait du simple, comment dire, travail de bureau, comme du secrétariat, pardon. Donc, les cotisations sont payées par l'entreprise et qui permettent donc derrière de pouvoir, on va dire, rembourser les dépenses des salariés liées aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, et que ce soit aussi des accidents de trajet. Donc voilà en gros. Et donc au niveau du service prévention, on va donc intervenir auprès des entreprises. Chaque entreprise qui cotise au régime général est suivie par un collègue. Bon, après, il y a sur l'Auvergne, il y a un peu plus de 44 000 entreprises, je crois. Donc, et nous sommes qu'une vingtaine à peu près. Donc, il est difficile d'être partout. Mais en tout cas, on a des consignes aussi de la part du national et entre autres de travailler sur tout ce qu'on appelle les risques chimiques professionnels, dont les poussières de bois. Et c'est pour ça que nous avons une action commune, on va dire, avec le FCBA. Voilà, en gros, pour la présentation. Après, s'il y a des questions, on pourra revenir plus tard. Merci Merci. Claude. Merci Claude pour cette présentation. Donc effectivement, on revient et on continue sur les poussières de bois et donc sur le contenu de ce diagnostic que l'on vous propose, cette opération que l'on vous propose. Alors, quels bénéfices, voilà, quels sont les objectifs du diagnostic et quels bénéfices pourriez-vous en tirer, vous, entreprise? Bon, d'une part, l'objectif, bien sûr, c'est de protéger les salariés, vos salariés, contre ce risque de poussière de bois dont on
dont on connaît maintenant les risques de pathogènes, hein, et prioriser, définir des mesures de prévention qui soient adaptées, efficaces à votre entreprise et à votre atelier. Donc, cette réalisation de diagnostic vous permettra d'une part de hiérarchiser les situations d'exposition, hein. On a des situations ou des zones d'exposition plus ou moins importantes avec des besoins, comment dire, de prévention, d'amélioration de prévention plus ou moins importantes, plus ou moins majeures, voilà, qui permettront de, oui, in fine, hein, le but c'est vraiment de définir un plan d'action, de voir là où il faut agir et sous quelle priorité. Il est un complément, ce diagnostic, par rapport au seul contrôle réglementaire, qui est un contrôle que voilà, certains d'entre vous ont peut-être déjà fait, qui se fait par un organisme accrédité, qui donne une valeur d'exposition d'un salarié, par exemple, aux poussières de bois, mais qui est une valeur unique issue d'une mesure pendant 8 heures à son poste de travail. Donc si la valeur est faible, je dirais tout va bien, voilà. Si la valeur est importante, on ne sait pas pourquoi, et sur 8 heures, il a pu se passer plein de choses. Une exposition a pu, une exposition forte pendant 1 heure, et puis peut-être rien pendant les 7 autres heures. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce diagnostic, c'est d'aller un peu plus, de détailler un peu plus comment se passent les opérations et les différentes activités dans l'entreprise au regard des procédés mis en œuvre. Deuxième point, détailler des actions ciblées sur les sources principales d'émissions. Donc, encore une fois, identifier, est-ce qu'il faut modifier des pratiques, des moyens de captation, de prévention, etc. Voilà, comment cibler les actions à conduire. Et puis, in fine, de toute façon, enfin, c'est pas in fine parce que ça reste réglementaire, mais se préparer au contrôle réglementaire. Euh, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, ce contrôle réglementaire, il est pas simple, voire compliqué. D'une part, parce qu'il faut définir des groupes d'exposition similaires. C'est pas vous qui faites, c'est l'organisme accrédité, c'est le contrôleur. Et ces groupes d'exposition similaires nécessitent d'avoir un petit peu d'informations. Et c'est là tout l'enjeu, c'est que en tant que chef d'entreprise, vous pouvez donner les informations pertinentes aux contrôleurs pour que ces GES qui sont définis, hein, qui font partie de cette stratégie d'échantillonnage, ils soient le plus pertinents possible, tant qu'à faire le moins nombreux possible parce que ça multiplie les coûts. Voilà. Et donc, le diagnostic pourra vous aider à ça aussi également. En pratique, comment ça se passe? On va faire une observation, hein, chez vous, une observation des procédés, des mesures de prévention. Alors, chez vous, il y a distance parce qu'il y a un certain nombre de documents qui seront exploités au préalable. On va identifier les procédés plus émissifs. On a une méthode qu'on a mis au point à la suite d'études qu'on a faites dans le cadre d'études collectives pour la profession. Donc une méthode qui nous permet d'évaluer les zones plus ou moins émissives en fonction des procédés. On va interpréter également ou en tout cas examiner des résultats de mesures réglementaires qui ont pu exister, hein, qui sont relativement récentes, voilà, ou d'autres documents, hein, qui ont trait aux mesures collectives peut-être qui ont pu être mis en œuvre. On peut également évaluer ce qu'on appelle évaluer des niveaux d'exposition de manière relative, c'est-à-dire non pas avec une pompe et en prélevant comme un contrôle réglementaire, mais avec des moyens portatifs, avec une réponse instantanée, ce qui permet d'avoir des petits graphes et surtout des variations, ce qui permet de détecter des pratiques, des opérations qui sont plus ou moins exposantes, hein, sur un poste de travail. On sait que ce n'est pas toujours constant et qu'il y a certaines actions, pour en citer qu'une qui est la plus classique, c'est un coup de soufflette avant de reposer une pièce sur la machine. Et là, on voit très bien ce qui se passe au niveau de l'émission de poussière sur ces appareils-là. Donc ça, c'est intéressant pour détecter selon les cas. C'est pas systématique, mais selon les cas, ça peut être intéressant de faire cette évaluation par appareil pour mettre en évidence certaines de ces opérations plus émissives que d'autres. Identifier les postes prioritaires, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour prioriser. Et puis, bien sûr, préconisation, bonnes pratiques à mettre en place à court, moyen et long terme, de façon
à améliorer et à réduire, améliorer en réduisant l'exposition des salariés. Donc l'intérêt de cette opération collective qu'on a montée avec la CARSAT Auvergne, c'est d'une part de bénéficier du conseil de deux organismes spécialisés hein, dans la prévention, de bénéficier également de deux rendez-vous collectifs. On va le voir après comment s'articule cette opération, mais en tout cas deux rendez-vous collectifs hein, d'une demi-journée qui sont à la fois de l'échange, de l'information, de la sensibilisation et puis de l'échange de bonnes pratiques. Voilà. On va le voir un petit peu en détail derrière. Et puis, bien sûr, bénéficier d'une subvention allouée par la CARSAT Auvergne et qui peut monter jusqu'à 70% du coût de la prestation. Donc, on verra la partie tarifaire en fin de présentation, sachant que compte tenu du montant global de subvention hein, qui a pu être alloué, on limite cette opération, en tout cas à ce stade, à 5 entreprises. Après, on verra si on avait des demandes supplémentaires, de quelle manière on les gérerait. Mais en tous les cas, la première démarche est celle-ci. On demande aussi à l'entreprise participante, en contrepartie, entre guillemets, d'initier in fine un plan d'action dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au retour du diagnostic, et avec un certain nombre de préconisations, de prescriptions à court, moyen et long terme, euh, ce qu'il est souhaité de la part de l'entreprise, c'est qu'elle engage quelque chose, que le document ne reste pas mort et dans un tiroir et qu'il soit utilisé pour voilà, brosser, initier, mettre en place un plan d'action de façon à ce qu'on ait une suite sur cette opération. Donc, on vous sollicitera, si vous participez, si vous rentrez dans ce dispositif avec nous, on vous sollicitera, donc, vous voyez, sous 6 mois à 1 an, pour voir de quelle manière vous avez utilisé ces conclusions de diagnostic et si vous avez bien engagé quelques actions, voilà, qui sont en lien. Donc, vous retrouvez ce que je viens d'évoquer là, une première partie collective, enfin une partie collective et une partie individuelle. Une première phase qui est une phase d'information, sensibilisation au risque poussière de bois, qui se fait de manière collégiale, collective, qui se fait en présentiel, pour lequel on a déjà une date de fixation, on va le voir aussi. Voilà, et qui est quand même le prérequis, si vous voulez, à la seconde phase, qui est là une phase individuelle en entreprise, où là on vient en entreprise pour vraiment travailler sur les situations d'exposition de votre entreprise et de vos salariés. Et puis une troisième phase à la fois encore collective, qui est une phase de dite restitution commune, qui intervient vraiment en fin d'opération et qui permet à la fois d'échanger de part et d'autre hein, sur les constats, sur ce qui a été vu, sur ce qui a été fait, sur les propositions qui ont été faites. Voilà. Quelques détails sur ces phases. La première phase, phase d'information, sensibilisation. Donc, le programme, vous le voyez, c'est celui-ci, une description des risques. On rappelle plutôt les risques liés aux poussières de bois, les enjeux hein, pour l'employeur de gérer ce risque, la réglementation et les obligations, puisque ce n'est pas simplement un enjeu, on va dire, sanitaire ou économique, c'est aussi un enjeu voilà, réglementaire. Les modalités du contrôle réglementaire, donc on en parle malgré tout, parce que réglementaire, il reste obligatoire, donc on explique comment il fonctionne et comment il se déroule et aussi ses limites. On évoque dans cette première partie les outils pour évaluer, pour gérer presque au quotidien, en tout cas régulièrement, le niveau d'exposition dans les ateliers. Quels outils vous pouvez disposer pour vous rendre compte. Vous n'allez pas faire venir un contrôleur tous les jours, évidemment. Donc, il y a quelques outils qui existent et qui peuvent être mis en œuvre. Et puis, les moyens pour prévenir, pour limiter, réduire le risque d'exposition salariée, donc des moyens organisationnels, humains, techniques, bien sûr, et puis quelles aides, hein, on est plutôt côté CARSAT, quelles aides possibles pour, soyons clairs, financer les mesures nécessaires. La phase 2, donc ce diagnostic en entreprise,
Il y a d'une part une phase de collecte de documents de notre part hein, auprès de l'entreprise participante. Ce sont bien sûr les listes de machines, plan s'il y a, mais des rapports de mesure qui peuvent exister, des dossiers d'installation, des mesures de vitesse sur l'installation, etc., de façon à ce qu'on prépare un petit peu notre intervention. L'intervention sur site, ensuite, elle intervient, donc elle est de l'ordre d'une demi-journée en général. On tourne dans l'entreprise, on visite vraiment l'ensemble des procédés et des systèmes de prévention et de protection. Cette intervention, on l'a fait donc d'une part nous FCBA, mais également comment dire de manière conjointe avec les préventeurs de la CARSAT qui peuvent ou pas être présents avec nous pour partager ce déroulement, voire avoir des actions parallèles par rapport à celles que l'on conduit. À l'issue de cette demi-journée, enfin pas de cette demi-journée, mais à l'issue et quelques semaines après, bien sûr, toutes ces observations et ces constats sont consignés dans un rapport écrit qui vous est remis et qui vous résume évidemment la totalité de nos observations et nos préconisations. Et puis cette phase 3, une restitution commune qui intervient encore une fois tout en fin d'opération, dont le but est vraiment de faire un point sur tout ce qui a pu être vu dans l'ensemble des entreprises. Alors évidemment, c'est complètement confidentiel et anonyme, hein. Il n'y a pas de, c'est totalement anonymisé, mais simplement on met tout ça dans un package en disant voilà tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu constater, de bien et de pas bien. Et puis, il y a un retour d'information de la part des entreprises qui, elles, expliquent un peu comment elles perçoivent ce qu'on leur demande ou ce qu'il faudrait faire et comment et les difficultés qu'elles ont pour les mettre en place. Et là, il y a un véritable échange qui peut se faire aussi avec les interlocuteurs de la CARSAT et nous-mêmes pour que tout ça avance enfin en tout cas qu'on aille dans le bon sens et que ça avance. L'idée est vraiment de favoriser la prévention au-delà. La démarche de tout ce qu'on vous expose là et de cette opération, c'est vraiment d'aller dans le sens d'améliorer la prévention des salariés en parallèle de la réglementation. On sait que la réglementation et le contrôle est là. Fait ou pas fait, c'est pas notre propos ici, mais simplement à côté, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour que les choses s'améliorent. Euh, un planning prévisionnel, donc on se situe, vous le voyez ici, au 15 mai. On a une première réunion la réunion d'information, sensibilisation, donc phase 1 qui est calée pour nous déjà le 19 juin. Donc d'ici là, bien sûr, on prend toutes les inscriptions des entreprises qui sont intéressées. Et puis, donc, je vous disais, cinq entreprises, donc 5 diagnostics qui sont en bleu foncé ici, qu'on a pour des raisons budgétaires concernant la subvention étalée sur 2 ans. Donc, 3 entreprises cette année, 2 l'année suivante, l'année prochaine. Et puis, donc, pour cette raison-là, on doublera cette réunion phase 1 en début d'année prochaine pour qu'il y ait quand même un lien direct et une cohérence avec les interventions en entreprise que l'on ferait ensuite. Et puis, donc, cette réunion de restitution phase 3 que l'on a prévue à ce stade en septembre 2026. Voilà un planning, encore une fois, prévisionnel, bien sûr. Le coût, voilà, donc on a décliné en 3 classes. Donc, par expérience, puisqu'on a déjà conduit cette opération en Rhône-Alpes les années précédentes, là, les 2, 3 années précédentes, euh, donc on a cette petite expérience. Donc, on a décliné notre tarification selon le nombre de procédés. Euh, donc voilà, donc une classe jusqu'à 10 procédés, 11 à 20 procédés. Ce qu'on appelle procédés, c'est, on va dire, machine ou poste de travail, du bois, hein. Et puis 21 à 30. Un coût d'entreprise par entreprise qui est celui-ci, c'est pas qui est celui-ci, mais auquel on associe une subvention donc à hauteur de 70%, en tout cas pour les 2 premières tranches allouées par la CARSAT, la subvention pour la 3e tranche étant plafonnée au même niveau que celle de la 2e tranche pour la 3e tranche. Donc on est ici
à environ 57% de subvention de mémoire. Ce qui fait un coût final, hein, comment dire, net par entreprise, qui est la dernière ligne en bas en gras. On peut avoir le cas d'entreprises parmi vous qui sont peut-être des entreprises d'une certaine taille et qui totalisent plus de 30 procédés, et auquel cas, j'allais dire pas de souci. En tous les cas, voilà, on peut tout à fait discuter et voir de quelle manière vous pourriez rentrer et à quel coût, évidemment, vous pourriez rentrer dans le cadre de cette opération.